l'image que le monde entier a de Paris est celle d'un véritable rêve, une ville remplie de bâtiments historiques, d'œuvres d'art disséminées dans ses rues et de charmantes avenues où des gens élégants se promènent tranquillement. Et, avouons-le, cette facette existe vraiment. Se promener sur les rives de la Seine, admirer Notre-Dame et savourer un croissant chaud tout en observant le va-et-vient des Parisiens fait partie de l'expérience unique que seul Paris peut offrir. Mais tout n'est pas que fleurs et croissants frais. Tandis que les touristes envahissent les Champs-Élysées, prennent des selfies sous l'Arc de Triomphe ou dévorent des macarons aux Galeries Lafayette, il existe un Paris qui n'apparaît généralement pas dans les guides de voyage. Vol, escroquerie, violence, prostitution et même une sorte de crackland. Et, bien sûr, il ne faut pas oublier les rats qui circulent librement dans tous les coins de la ville. Êtes-vous prêt à découvrir l'autre visage de la capitale française? Alors, rejoignez-nous, car aujourd'hui, Bello Mundo va vous montrer les ruelles sombres de la ville lumière. Numéro 1, des rats partout. Et tant qu'à faire, il est juste de commencer notre liste avec ses habitants pas si illustres de la ville lumière. Vous vous souvenez de la scène du film Ratatouille, dans laquelle la sympathique et talentueuse petite souris devient chef à Paris? Eh bien, la réalité de la coexistence entre les Parisiens et les rats est un peu, ou beaucoup, moins tendre que dans le dessin animé. Des scènes comme celle-ci, où une souris se promène partout dans le métro parisien, monte sur les passagers endormis ou s'accroche aux chiens, sont devenues virales sur Internet. Oui, elles sont partout et font partie du paysage parisien autant que la Tour Eiffel. Et le plus curieux, personne n'a peur et cela ne semble pas les déranger. La relation de Paris avec les souris remonte à loin. Au Moyen Âge, elles étaient redoutées comme vecteurs de la peste bubonique, qui a décimé des milliers de vies. Au XIXe siècle, pendant le siège de Paris pendant la guerre franco-prussienne, les Parisiens affamés mangeaient des rats pour survivre. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, à cette époque, les tanneries utilisaient la peau des rongeurs pour fabriquer des gants fins pour l'élite. On estime que Paris compte environ 6 millions de rats, soit 3 fois plus de rongeurs que d'habitants. Aujourd'hui, la mairie tente de lutter contre ce fléau d'une autre manière, en misant sur la cohabitation pacifique, avec des mesures de contrôle moins agressives. Mais le fait est que les rats sont toujours là, prêts à profiter de la moindre négligence. Et quand les ordures s'accumulent, elles font la fête. Les grèves de ramassage des ordures sont courantes à Paris, et il suffit d'un arrêt pour que les rues se couvrent de sacs en plastique, un véritable paradis pour les rongeurs. En 2023, une grève prolongée a laissé les touristes sans défense face à des scènes tout droit sorties d'un film d'horreur. Certaines rues étaient pratiquement impraticables, et même des zones touristiques comme le Champ de Mars sont devenues des bastions de rongeurs affamés. Pour certains Parisiens, les rats font déjà partie du paysage. Dans de nombreux cafés et restaurants, il est normal de voir passer un rat en courant, et les serveurs ne prennent même pas la peine de le cacher. Face à la difficulté de contrôler la prolifération, Paris a imaginé une solution insolite, une application pour cartographier les observations de rats. Elle fonctionne comme Waze, mais pour les rongeurs, les gens peuvent signaler en temps réel les endroits où ils en ont vu un, ce qui aide la mairie à orienter les actions de lutte. Dès le lancement de l'application, les signalements ont explosé. Il est apparu clairement que les rats ne se limitent pas aux égouts et aux ruelles sombres, ils sont présents dans les quartiers les plus branchés, dans le métro et même dans les lieux touristiques emblématiques. Numéro 2, pickpocket et escroquerie partout. Parlons maintenant d'un problème que beaucoup de gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard, les escroqueries qui sévissent à Paris, en particulier contre les touristes peu méfiants. Avez-vous déjà entendu parler des fameux pickpockets? Si vous avez fait des recherches sur le tourisme en Europe, vous avez certainement déjà entendu parler de ce terme. Il désigne les pickpockets, ces voleurs discrets qui, en un clin d'œil, disparaissent avec votre téléphone portable, votre portefeuille ou votre passeport. Et à Paris, ils sont partout, surtout dans les lieux touristiques les plus fréquentés, comme la Tour Eiffel, le musée du Louvre, les Champs-Élysées, la cathédrale Notre-Dame et même dans le métro. La stratégie est simple, ils observent ceux qui sont distraits, généralement quelqu'un émerveillé par la ville, qui consulte sa carte ou son téléphone portable. Lorsque le métro s'arrête et que les portes s'ouvrent, le voleur agit rapidement, il prend ce qui est facile à attraper et s'enfuit avant que la victime ne se rende compte de ce qui s'est passé. La porte se referme, le train poursuit son trajet et l'histoire s'arrête là. Mais les escroqueries ne s'arrêtent pas là. Il existe aussi le classique « arnaque à la tasse »,
ce tour de rue où quelqu'un mélange une petite boule sous 3 tasses et met les curieux au défi de deviner où elle se trouve. Ça a l'air facile, non? Eh bien non. Partout, des complices font semblant de gagner pour attirer d'autres victimes et, au final, le touriste perd toujours, que ce soit son portefeuille ou tout autre objet que les escrocs jugent précieux. Une autre arnaque très courante se produit à l'intérieur des stations de métro. De faux inspecteurs en uniforme profitent de la confusion dans les lieux très fréquentés, comme la station qui mène à Disneyland Paris. Ils s'approchent des touristes qui ne savent pas exactement comment fonctionne le système de vente de billets, et, en faisant semblant de les aider, ils font payer des tarifs absurdes pour libérer le billet. Et si vous montez à Montmartre ou visitez la basilique du Sacré-Cœur, méfiez-vous de l'arnaque du bracelet. Un type sympathique s'approche de vous, attache un bracelet en fil à votre poignet et vous dit que c'est un cadeau. Cela semble inoffensif, mais une fois le bracelet mis, il exige de l'argent pour le détacher. Si vous refusez, l'ambiance peut devenir tendue. Et le conseil pour éviter ces maux de tête? Évitez d'interagir avec des étrangers trop aimables. Numéro 3, la pollution de la Seine. Il est presque impossible de parler de Paris sans mentionner la Seine. Elle traverse la ville, embellit les cartes postales et est le théâtre de croisières romantiques qui font rêver. Mais derrière ce paysage enchanteur, le fleuve souffre depuis des décennies d'une réalité bien moins glamour, la pollution. Et il n'est pas surprenant que, pendant des décennies, même les pieds ne pouvaient pas être mouillés dans ces eaux, car c'était interdit. Jusqu'à ce que les autorités aient une idée audacieuse pour les Jeux Olympiques. Avec les Jeux Olympiques de 2024 à venir, la mairie de Paris a décidé de s'attaquer au problème de front. Des millions de dollars ont été investis pour tenter de rendre les eaux de la Seine propres à la baignade, car certaines compétitions devaient s'y dérouler. L'idée était si ambitieuse que la maire Anne Hidalgo a même fait un plongeon symbolique pour montrer sa confiance dans les efforts de nettoyage. Mais dans la pratique, les choses ont changé. Les niveaux élevés de bactéries, en particulier la redoutable coli, qui peut provoquer de graves infections, ont entraîné le report, voire l'annulation, des épreuves. Pour couronner le tout, certains athlètes qui se sont aventurés dans l'eau sont tombés malades et certains ont été hospitalisés, ce qui n'a fait qu'accroître les critiques et la méfiance de la population. Le problème est que des décennies d'abandon ne peuvent être résolues par des solutions à court terme. Même avec des améliorations du système d'égout, une forte pluie suffit à surcharger le réseau et à déverser les déchets directement dans la rivière. Et nous ne parlons pas seulement des eaux usées, le pétrole, les déchets chimiques et des tonnes de déchets ménagers contribuent également au problème. Certains activistes ont même organisé des manifestations, se moquant du projet de nettoyage et qualifiant la situation de bain d'illusion. Après tout, se baigner dans la Seine reste un risque qui ne vaut pas la peine d'être pris. Numéro 4, Paris, la ville des toxicomanes. Si vous pensez que seules des villes comme Sao Paulo ou Los Angeles sont confrontées au problème de la consommation de drogue à grande échelle, vous feriez mieux de vous préparer. Paris, la ville lumière, a aussi sa propre version de Cracolandia, et la réalité y est effrayante. Des endroits comme la porte de la Chapelle et la porte de la Villette, dans le nord de la ville, sont devenus de véritables centres de concentration de toxicomanes. Le spectacle est effrayant, des rues envahies par des gens qui errent parmi les ordures, consomment du crack en plein air et dorment dans des tentes de fortune. Et tout cela se passe sous les yeux des Parisiens et des touristes, qui ne se rendent souvent même pas compte de l'existence de cette face sombre de la ville. La police tente même de prendre les choses en main, en organisant de grandes opérations de nettoyage pour retirer les stands et disperser les consommateurs. Mais quelques semaines plus tard, ils réoccupent de nouveaux espaces et créent un effet domino qui semble sans fin. Et l'impact sur la vie des habitants est énorme. Les plaintes pour vol, menaces et insécurité sont constantes, sans parler des commerces locaux, qui souffrent de la baisse de fréquentation. Et le pire dans tout ça ? Beaucoup disent que le gouvernement est plus préoccupé par la dissimulation du problème que par sa résolution. Les ONG et les activistes critiquent les opérations de police, les qualifiant de spectacle, car il n'existe pas de politiques publiques efficaces pour offrir un traitement et une réinsertion sociale. Numéro 5, des sans-abri et des tentes sur les trottoirs. Paris est cher. Cette phrase peut sembler évidente, mais pour beaucoup, le coût de la vie dans la ville lumière n'est pas seulement élevé, il est insoutenable. À plusieurs endroits de la ville, surtout près de la Seine, des grandes avenues et même dans les quartiers centraux,
des tentes et des abris en plastique constituent le décor de ceux qui ont perdu la bataille contre les prix exorbitants. Ces campements improvisés abritent un mélange d'histoire et de difficultés. D'une part, il y a des immigrants illégaux qui arrivent en France à la recherche d'une vie meilleure et finissent par ne pas avoir d'endroit où rester. D'autre part, il y a des Français qui, pour diverses raisons, chômage, problèmes économiques ou crise personnelle, ne peuvent tout simplement pas suivre le rythme d'une des villes les plus chères du monde. Malgré le travail des ONG qui offrent de la nourriture, un abri et, dans certains cas, tentent d'aider à la réinsertion sociale, le problème est plus important que ce que les initiatives peuvent résoudre. Cependant, le gouvernement local semble considérer ces sans-abri de manière sélective. Pendant la majeure partie de l'année, ils sont pratiquement invisibles. Mais il suffit d'un grand événement, comme un défilé de mode ou les récents Jeux Olympiques, pour que les autorités prennent les choses en main. Et comme dans le cas de Cracklandia, c'est à ce moment-là que se produit le mouvement connu sous le nom de nettoyage. Les magasins sont retirés, les résidents sont expulsés et le problème, bien qu'il ne soit pas résolu, est éloigné des yeux des touristes et des caméras de télévision. Numéro 6, prostitution et trafic d'êtres humains. Savez-vous ce qui ne passe pas à la télévision? Les zones où la prostitution est très visible. Des zones comme le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, qui sont de charmants parcs pour pique-niquer et se promener pendant la journée, se transforment en véritables centres de prostitution la nuit, et souvent avec des histoires liées à la traite des êtres humains. Ces zones finissent par être ignorées par la plupart des touristes, car peu d'entre eux s'y aventurent la nuit. Mais pour ceux qui connaissent la réalité, la situation est alarmante. Dans l'obscurité, des femmes, dont beaucoup sont victimes de réseaux criminels, tentent de survivre. Il n'est pas rare d'entendre des dénonciations d'exploitation extrême, de violences physiques et même de présence de mineurs, ce qui met en évidence la gravité du problème. Les ONG et les groupes de défense dénoncent depuis des années les conditions inhumaines auxquelles ces personnes sont confrontées. Elles vivent souvent dans un cycle proche de l'esclavage, contrôlées par des proxénètes et menacées quotidiennement. Malgré certaines initiatives visant à lutter contre ce problème, les actions sont limitées et insuffisantes pour démanteler les réseaux qui profitent de la vulnérabilité d'autrui. Numéro 7, augmentation de la criminalité. Bien qu'elle soit toujours considérée comme l'une des capitales les plus prisées au monde, les taux de criminalité dans la capitale parisienne ont augmenté, et les chiffres ne mentent pas. En 2002, Paris a enregistré plus de 300 000 incidents de délits mineurs, tels que des vols et des cambriolages, tandis que les homicides ont augmenté de 8%, la violence sexuelle de 11% et les vols violents avec armes de 2%. Un exemple récent et choquant de cette situation s'est produit en novembre 2014, lorsqu'une maquilleuse brésilienne de 25 ans a dénoncé avoir été victime d'un vol brutal et d'une tentative d'agression sexuelle à Paris. Elle logeait avec 2 amis dans un appartement loué via Airbnb lorsque, le dernier soir du voyage, le logement a été envahi par 7 hommes armés. L'invasion s'est produite lorsque les victimes, croyant qu'une amie revenait à l'appartement, ont ouvert la porte et ont été surprises par 7 hommes armés. Le groupe est entré en criant et les a agressés physiquement à coups de gifles, de poing et même de coups de feu. Au milieu du chaos, l'un d'eux a été frappé à la tête avec un pistolet alors qu'il tentait de calmer la situation, tandis qu'un autre a été menacé de mort par l'un des envahisseurs, qui a même pointé son arme dans sa direction. Le moment le plus désespéré a été lorsque les délinquants ont tenté d'arracher les vêtements des 2 jeunes femmes. Heureusement, l'arrivée inattendue de la 3e amie, qui a commencé à appeler à plusieurs reprises, a effrayé les voleurs. Ils ont quitté les lieux en toute hâte, emportant avec eux des téléphones portables, des cartes, de l'argent liquide, environ 900 € et d'autres objets personnels des victimes. Mais le traumatisme ne s'arrête pas là. Désespérées, les jeunes filles courent à la station de métro la plus proche pour demander de l'aide. Une femme témoin de la scène appelle la police, qui les conduit à la gare. Là, les victimes sont confrontées à une autre forme de violence, les préjugés et le manque d'empathie des autorités françaises. Selon la jeune fille, la police les a traitées comme des suspectes et non comme des victimes. Lors de l'interrogatoire, lorsqu'ils ont trouvé des médicaments gynécologiques et des préservatifs dans leurs valises, ils ont insinué qu'elles étaient des prostituées. Comme si cela ne suffisait pas, lorsqu'elles sont retournées à l'appartement après les examens médico-légaux, elles ont été expulsées par le propriétaire, qui a invoqué des raisons de sécurité pour annuler la réservation et les mettre à la porte. Malheureusement,
il ne s'agit pas d'un cas isolé, il existe de nombreuses autres plaintes identiques ou pires que celles des Brésiliennes. Numéro 8, préjugés et xénophobie. Ennuyeux, indiscret, arrogant. C'est la réputation des Parisiens. Et vous savez ce qui est le plus drôle? Même les Français d'autres régions pensent cela d'eux. Mais le problème va au-delà de l'antipathie ou du manque de cordialité. Le racisme et la xénophobie sont des problèmes bien réels dans la capitale française. En fait, pour être honnête, les Français en général n'ont pas très bonne réputation à cet égard. Un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, révèle qu'en 2022, le taux de tolérance en France était inférieur à 70 sur une échelle allant jusqu'à 100. C'est une amélioration par rapport aux années précédentes, mais c'est loin d'être idéal. Cependant, en tant que métropole, les problèmes de Paris finissent par se faire davantage remarquer que dans le reste du pays. En ville, les personnes les plus touchées par les préjugés sont les Maghrébins, Arabes d'Afrique du Nord, les musulmans, les Noirs et les Roms. Ces groupes sont confrontés à tout, regards, difficultés sur le marché du travail, discrimination quotidienne et, dans les cas les plus extrêmes, violences physiques. Pour se faire une idée de l'intensité et de la gravité de ces préjugés, en décembre 2022, un attentat a choqué la ville. Un homme a fait irruption dans un centre culturel kurde et a tué 3 personnes parraines des étrangers. Pour ceux qui ne le savent pas, les Kurdes sont un groupe ethnique réparti dans des pays comme la Turquie, l'Irak et la Syrie. Beaucoup quittent leur pays natal à cause des conflits et des persécutions et cherchent refuge en France. Mais, comme le montre ce cas, ils ne reçoivent pas toujours l'accueil qu'ils espéraient. Même avec toute la diversité qu'offre Paris, les préjugés restent une ombre que la ville lumière ne peut dissiper. Et ainsi se termine notre parcours à travers cette facette moins glamour de Paris. Mais maintenant, nous voulons connaître votre opinion, qu'avez-vous pensé de cette autre facette de la ville? Avez-vous été surpris par l'une de ces histoires ou avez-vous changé d'avis sur l'endroit? Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Bello Mundo et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu sur des destinations incroyables et les réalités que les guides de voyage laissent de côté. Merci beaucoup et à bientôt.